Mais on peut se demander, qu'en est-il de la vie véritable des poètes quand ils sont en liberté ? Eh bien, ça tombe bien, il y a ici un document qui peut vous parler de ces histoires fantastiques. Il était une fois, dans une ville qui n'intéressait personne, un poète qui aimait passionnément les couchers de soleil sur la campagne mélancolique, la pâleur des plaines en hiver et ses rues de buissons noirs et broussailleux comme une grappe de vieille chatte et si semblable à l'âme et aux sourcils de François Fillon. Ça y est. Il était né poète comme d'autres naissent blond, brun ou roux. Oui, tout comme le sucre qui peut être brun, blond ou roux. À ceci près que le sucre, quand il est roux, tu peux le jeter dans le canal et il se dissout tout seul. T'es pas embêté après. Il était né poète, donc, et du matin qui se levait dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne, au soir qui arrivait à la tombée du jour comme un pléonasme, notre poète versifiait en saccades et par longs traits, comme un Marc Lévy faisant sous lui quand s'ouvraient les sphincters de l'inspiration. Puis la nuit venue, et le crayon à la main, il rêvait d'amour, comme pour remplir son âme d'étoiles et ses draps de constellations. Ainsi passaient les jours et les lunes pour Georges Herpécito, le poète. Georges Herpécito était un enfant de l'amour et du parking du Planète Rock. Sa mère, Grumélita Bifleureuse, avait passionnément aimé son père avec une classe américaine, présidentielle même. D'ailleurs, il fut fait comme un Kennedy, en tirant quelques coups sur une banquette arrière et sans capote. De plus, cette fameuse nuit, Grumélita Bifleureuse savait qu'elle devait beaucoup de son succès utérin aux appâts de sa robe classieuse à la Jackie Kennedy, laquelle avait toujours été un modèle d'élégance pour elle, tout comme Michelle Obama. Alors, au moment suprême, elle dit merci qui ? Merci Jackie et Michel. Et paf, le poète. Si bien que 9 mois plus tard, Georges Herpécito était né, après une césarienne compliquée, car le poète est tel l'albatros, et ses ailes de géant empêchent sa mère d'accoucher. Alors qu'il n'était qu'un enfant nu sur les galets, le vent dans ses cheveux défaits, sa mère, qui devait remplir son dossier Cotorep, se dit que tout ce qu'elle pouvait écrire, elle le puiserait à l'encre de ses yeux. Et le petit Georges Herpécito perdit un œil. Ses paupières furent alors lourdes comme des bouteilles de butane, et il pleura beaucoup sur les larmes de son plancher, avant d'être placé chez sa tante, une dame de Haute-Savoie, où il fut mis définitivement à l'abri de Chéri FM. L'enfance de Georges Herpécito fut-elle plus heureuse ? Mon œil, répondit-il finement. Élevé par une tante rongée par l'alcool et le ténia, il fut élevé dans l'amour des vers. Et comme pour en finir avec les jeux de mots minables basés sur l'incroyable richesse homonymique du mot vert, il déclara « Un verre, ça va ; 2, bonjour les dégâts », comme on dit à Europe Écologie. Et déclama « J'aime 2 choses dans la vie », et s'arrêta, tout content d'avoir fait un vers solitaire. Et c'est ainsi qu'il fut sélectionné au printemps du rire, puis au printemps des poètes, puis au printemps de septembre, et enfin au printemps du printemps, car on était déjà en mars. Comme le temps passe, il n'en fallut pas plus pour que son cœur soit en fleurs et que sa peau soit en bouton. Et justement, il rêvait de percer. Adolescent, Georges Herpécito étudia les œuvres des poètes, le bateau ivre de Rimbaud ou la ballade des cocus de François Villon, écrite après sa victoire à la primaire de droite. Boursouflé de rêves pompeux des siècles où les poètes parvenaient à être sublimes sans avoir à vilpiniser à l'ONU, et pressé de quitter la Savoie pour trouver sa voie, Georges Herpécito s'enfuit à Paris comme le premier Rubempré venu. Il s'intégra merveilleusement à la capitale et devint vite presque aussi arrogant que les gens totalement dépourvus de talent, ce qui n'a vraiment rien à voir avec BHL, sinon on n'en parlerait même pas. Bientôt convaincu d'avoir une très grosse verve, Georges Herpécito poétisa à tout va et se vit vite un nom dans le petit milieu littéraire où il déclamait plus vite que son ombre. Et comme Georges Herpécito Bifleureuse saoulait tout le monde avec ses vers bizarres, se répandait salement et que ses victimes se souvenaient plus de rien après, tout le monde l'appela GHB. Car, peu importe le flagon, pourvu qu'on ait l'ivresse,
comme on dit à Colline à la dernière chance. Dès lors, Georges Herpécito se crut tout permis, tout enfiévré qu'il était de sa fonction de poète. Il crut devoir éclairer le peuple de ses lumières, tel ce génie de Victor Hugo qui chanta les louanges de Napoléon III avant de trouver que non, pas du tout en fait, et qui au lieu de fermer sa gueule à tout jamais en crevant de honte d'avoir soutenu un dictateur, continua de faire la morale au monde avec sa prose prétentieuse du haut de ses rangs d'État et entre deux levrettes claquées à des groupies nymphomanes comme pour remercier sa légitime d'avoir risqué sa vie pour le sauver. Mais contrairement à Victor Hugo ou à d'autres véritables hommes de gauche, comme Jack Lang ou DSK, Georges Herpécito n'habitait pas de luxueux appartements place des Vosges. Alors, pour marquer son prestige de poète sublime qui apporte ses lumières au bon peuple, il voulut faire un acte fort. Il acheta un billet de train Paris-Cholet en première classe. Il aimait bien Cholet. Ça sonnait comme chaud et lait. Ça lui rappelait la chaleur du lait maternel. Ou alors son premier boudin. Enfin, un truc sympa qu'on aime bien avoir sous la main quand on a faim. Il se rappela alors le vers de Musset. « Poète, prends ton luth et me donne un baiser !» Et convaincu d'être inspiré par les muses, il apporta son luth dans le train pour composer une ode à Cholet. Ô Cholet, tu es chaud et tu es laid. Je t'aime comme un gros champignon. Un beau lait, qui est bon, mais qui est laid. Oui, je t'aime un peu comme les rognons. Ébloui comme vous, et transporté par ces vers ensorcelants, une contrôleuse qui passait par là perdit aussitôt tout contrôle et poinçonna compulsivement sa jupe marine et sa chemisette jusqu'à en faire une dentelle folle. Tant et si bien que ces tétons turgescents, durcis et rétractiles comme la tête d'un Posca King-Size couleur saumon, vinrent à percer l'étoffe en déliquescence, laquelle fut bientôt arrachée par de folles femelles furieuses en foule, dont les vers venaient de rallumer le désir enfoui, de profiter d'une belle verve, et qui accouraient à présent à demi-nus dans les allées, comme autant de masses ballottantes aux vulves savonneuses, et animées par l'envie grandissante, immense, inextinguible, phénoménale, phéromonale, irrépressible de toucher, caresser, lécher, laper, mordiller, dévorer, fesser le poète à grands coups de langue, lui enfoncer son luth dans le fondement et lui ouvrir son sphincter avec ses dents devant une grappe de jeunes vierges à serre-tête qui sortrait le pubis rose et baveux sur la coudoir jusqu'à j'en jaillisse de la mousse comme sous la pression d'un pouce-mousse. C'est fou, sa mousse, qu'elle est douce, cette mousse! Mais en fait, non, je déconne. La contrôleuse lui a juste dit qu'il faisait du bruit avec son luth et qu'il était dans l'espace zen de la première classe et que s'il voulait continuer, il fallait aller dans l'espace zap de la deuxième classe et qu'à jouer son luth comme un prolo en première, on finit déclassé. Mais après tout, pour un poète du peuple, quoi de plus naturel que les luttes des classes? Tout ça pour ça, se dit-il un peu navré, un peu comme vous. Mais hélas, même en deuxième classe, aucune muse ne faisait vraiment attention à lui avec son luth. Alors il sortit un corps de chasse qu'il avait amené pour avoir l'air aristo et se mit en chasse de quelques muses. Mais là encore, la contrôleuse le déclassa au fond du couloir du wagon, entre les toilettes qui ferment mal et le tableau électrique. « Oh, toilette du train, je connais ton refrain, et ton chant quand les troncs trépassent, si semblable au son du corps de chasse. » Éblouie et transportée par ces vers ensorcelants, elle aussi, une grosse muse en porte-jartel sortit des toilettes en même temps qu'un monsieur qui lui donna 100 € en remontant sa braguette. Oui, c'est cher. Georges Herpécito avait lui aussi un billet de 100 € en poche et se sentit en devoir de taquiner la muse avec son instrument. Alors, tenant son billet de 100 dans une main et son corps de chasse dans l'autre, il voulut lui montrer sa verve et lui dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang !» Oh non. Puis il se demanda s'il n'avait pas fait un jeu de mots pourri avant de se répandre fier et odorant, pire qu'un vieux morceau de Rochefort qu'on aurait abandonné au rayon perceuse d'un Castorama. La muse qui s'y connaissait en instrument l'initia alors au trombone à coulisse, et c'est ainsi qu'il arriva à Cholet, une main sur son corps et le corps à la main. Il déclara alors ces vers qui résonnent encore à notre mémoire. « Oh, Cholet, ici Cholet, prenez garde à la fermeture automatique des portes, attention au départ !» Et composa une musique. Avec son corps de chasse. Puis écouta la voix de la foule qui lui répondit « Prenez garde au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. » Et alors qu'il s'approchait pour embrasser la vie, le verbe haut et le corps de chasse à la main, paf le poète. La morale de cette histoire, c'est qu'un train peut en cacher un autre. Et comme dirent les pompiers en le désincarcérant de son instrument, un corps aussi peut en cacher un autre.
Merci à vous. C'est scandaleux.